Très bien. Bon, bienvenue dans ce 6e et dernier cours de l'année consacré aux interactions magnétiques entre atomes froids. Et aujourd'hui, on va continuer sur la lancée de la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va continuer à s'intéresser aux états supersolides. Et ce que j'aimerais discuter aujourd'hui, c'est donc la notion de fraction superfluide, et en particulier vous décrire des bornes que Tony Leggett avait démontré, il faut que je parle bien français, avait démontré pour cette fraction superfluide, une borne supérieure et une borne inférieure. Alors, avant de commencer, comme toujours, je vous rappelle le séminaire auquel vous êtes tous conviés après ce cours, séminaire donné par Guido Pupillo, qui nous parlera de semi-localisation pour des spins désordonnés en électrodynamique en cavité. Et cet après-midi, nous aurons un atelier consacré à la simulation quantique et aux atomes de Rydberg, atelier que je co-organise avec Michel Brune. Et vous avez ici la liste des intervenants. Guido réinterviendra, c'est pas ça que je voulais faire. Guido réinterviendra pour commencer. Et puis ensuite, il y aura Monica Edelsberger, Thomas Héral, Thierry Lahaye, Benoît Vermersch et Clément Sérin. Voilà, donc l'atelier commencera à 14h et finira à 18h. Bien, donc je rappelle l'outil, la brique élémentaire de tout ce cours, c'est l'interaction dipôle-dipôle magnétique. Dans tout ce cours, on s'est intéressé à une assemblée de bosons ultra-froids, on les prend à température nulle. On suppose qu'on a entre ces bosons des interactions binaires. Ces interactions binaires, on les a décrites comme la somme d'une interaction de contact, qui est l'interaction traditionnelle, si je peux dire, qui résume à la fois l'interaction de Van der Waals et puis la liaison chimique entre mes atomes, auquel on ajoute une interaction magnétique, donc qui varie comme 1 sur R3. Je suppose que tous mes dipôles magnétiques sont polarisés par un champ magnétique extérieur le long d'un axe, qu'on appelle Z. Et cette interaction donc, s'écrit 1 sur R3, 1 moins 3 cos carré θ, où θ est l'angle entre l'axe des dipôles, Z, et puis le rayon vecteur qui joint mes deux partenaires. Deux choses importantes dans cette interaction dipôle-dipôle. Elle est à relativement longue portée, 1 sur R3, et elle est anisotrope. Deux dipôles côte à côte se repoussent. Je prends θ égale pi sur 2 là-dedans, donc j'ai 1 moins 0. J'ai donc une interaction plus 1 sur R3. Au contraire, si je les prends l'un derrière l'autre comme ceci, à ce moment-là, θ égale 0. 1 moins 3 cos carré θ vaut moins 2. Moins 2 sur R3, c'est une interaction attractive, négative, qui tend vers l'infini, moins l'infini quand les atomes se rapprochent. Alors, si on ne fait rien, c'est-à-dire que si on laisse ces atomes dans l'espace libre, et si le coefficient qui caractérise l'interaction dipôle-dipôle est assez grand, et bien, le GDD, là, eh bien, ce qu'on a tendance à former, ce sont des gouttelettes très allongées le long de l'axe des dipôles. Et ces gouttelettes, on les avait étudiées en détail dans le cours qui était le cours 3. Ce qui nous intéresse maintenant, à la fois la semaine dernière et puis aujourd'hui, c'est ce qui se passe si j'empêche la formation de ces gouttelettes. C'est-à-dire si je mets un confinement fort pour mes atomes le long de l'axe de Z des dipôles, donc j'empêche les gouttelettes très longues de se former le long de cet axe, donc mes atomes doivent s'étaler perpendiculairement à l'axe des dipôles, et on peut considérer soit une géométrie quasi 1D, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. À ce moment-là, non seulement je confine fortement selon l'axe Z des dipôles, mais également selon un des axes perpendiculaires à Z, les atomes étant libres de se déplacer selon le troisième axe restant, ou alors je mets simplement un confinement fort le long de l'axe Z, mais les atomes sont libres de se déplacer dans le plan XY, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, le phénomène physique essentiel qui nous intéresse, à la fois la semaine dernière et puis aujourd'hui, c'est la supersolidité. Cette supersolidité, c'est un état assez paradoxal de la matière, un état dans lequel on a coexistence de deux ordres, qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble dans un système physique. Le premier ordre, c'est l'ordre spatial, c'est-à-dire que je cherche un système où il y a une brisure spontanée de la symétrie de translation. Je n'ai pas comme solution pour monter la fondamentale une distribution homogène de densité, mais au contraire une distribution modulée. Et puis l'autre ordre, c'est un ordre superfluide. Alors cet ordre superfluide, il peut se manifester de différentes façons. Celle qu'on a beaucoup regardée la semaine dernière, c'est l'émergence d'un ordre en phase à longue portée,
On a pris le critère de Penrose-Onsager. On décrit notre système par une fonction de macroscopique, et dire que j'ai un ordre de phase à longue portée, ça veut dire que si je prends la phase de cette fonction de macroscopique très loin à ma gauche et puis très loin à ma droite, eh bien, ces phases sont corrélées, même si les distances entre ce point R et ce point R', même si cette distance tend vers l'infini. Et puis, une autre chose qui est en fait, la deuxième phase de la même pièce, c'est si vous avez cet ordre en phase à longue portée plus des interactions, eh bien vous avez vraiment de la superfluidité, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un écoulement sans la moindre dissipation. Une impureté pourra bouger dans le fluide sans créer de l'échauffement, ou alors, si vous avez votre fluide qui est contenu dans un réservoir, dans un récipient, eh bien vous pouvez bouger les parois du récipient sans mettre l'ensemble du fluide en mouvement. C'est plutôt ce deuxième critère qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors cet état supersolide, donc, qui correspond à la coexistence de ces deux ordres, spatial et superfluide, cet état supersolide, ça fait longtemps qu'on le considère dans la littérature. Dès les années 60, dans le cadre de recherches sur l'hélium solide à très basse température, on s'est posé la question de savoir s'il pouvait être supersolide. Je vous avais fait la semaine dernière une petite revue de ce qui avait été considéré. Cette supersolidité pour l'hélium a été cherchée, mais en vain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à ce jour de preuve claire de cette supersolidité pour l'hélium. En revanche, depuis quelques années, les gaz d'atomes froids, en particulier ceux en interaction dipolaire, permettent de réaliser un tel état, un état supersolide. C'est ce que vous avez vu la semaine dernière pour un système 1D, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour un système 2D. Il n'y a pas que les gaz d'atomes froids en interaction dipolaire, il y a également eu des preuves de supersolidité pour des gaz d'atomes froids placés dans des cavités résonantes électromagnétiques. Et là, à ce moment-là, c'est l'interaction matière-rayonnement qui vient imposer cet ordre spatial, ici, cette brisure spontanée de la symétrie de translation. Dans ce qu'on nous intéresse aujourd'hui, il n'y a pas de photons, sauf ceux qui servent à confiner le gaz. Donc l'échelle de longueur qui apparaît, c'est vraiment une échelle de longueur intrinsèque aux atomes. Elle n'est pas imposée par la longueur d'onde de la lumière de la cavité, par exemple. Bien. Alors, un petit rappel sur ce qu'on a vu la semaine dernière, qui va nous guider pour ce qu'on va faire cette semaine. Donc, la semaine dernière, comme je l'ai dit, on s'intéresse à des systèmes unidimensionnels, donc le tube qui est représenté ici, en haut à droite. Et dire que j'ai un état supersolide, eh bien, ça veut dire que la solution qui correspond à une fonction uniforme, donc une fonction qui est simplement ψ0 de x égale 1 sur racine de L, où L est la longueur de mon échantillon, n'est pas l'état fondamental. Alors, je vous rappelle que mes fonctions d'onde, je les suppose toujours normalisées. Je suppose toujours que l'intégrale de ψ, alors si je mets ici à une dimension ψ de x en modulo carré dx est égale à 1. Si j'étais à 3 dimensions, je mettrais un d3r. Et donc, si je prends un système de longueur L ici, avec des conditions limites périodiques, j'y reviendrai dans un instant, eh bien, la fonction uniforme, c'est 1 sur racine de L. Et donc, cet état uniforme 1 sur racine de L n'est pas l'état fondamental. Et on a montré la semaine dernière qu'on pouvait abaisser l'énergie de l'état fondamental en ajoutant un petit peu de modulation à cette fonction d'onde, c'est-à-dire en prenant un état psi-θ qui comportait toujours une partie constante, uniforme, en cos θ, θ est l'angle qui me paramètre le degré de modulation, plus une partie en sinus θ, cosinus kx, donc une partie modulée. Et on avait vu effectivement que quand on changeait la force de l'interaction, alors c'est le coefficient epsilon dd, là c'est écrit petit, mais bon, c'est la force de l'interaction dipolaire. Quand on fait croître la force de l'interaction dipolaire, on passe de cette solution fondamentale uniforme à cet état modulé. Et ce qu'on avait vu ensemble, c'est que cette transition entre l'état uniforme et l'état modulé était du deuxième ordre. C'est-à-dire que quand on calcule l'énergie de l'état psi-θ, enfin associée à l'état psi-θ, donc c'est une énergie qui dépend de θ, on peut en faire un développement limité, donc une énergie E0, modulation nulle, plus des termes qui étaient tous des termes pairs, donc un terme en θ carré, un terme en θ4. C'était tous des termes pairs parce qu'il est bien clair que quand vous prenez cette fonction-là et que vous changez θ en moins θ, eh bien, vous retombez sur le même état modulé. Simplement, si je change θ en moins θ, le premier terme ici est inchangé, le deuxième est changé en son opposé, mais il suffit de translater tous les x d'une quantité telle que kx est changé en kx plus pi, et je retombe sur mes pieds. Donc, comme j'ai un système qui est invariant par translation, prendre kx ou kx plus pi, ça ne change rien. Donc, il est clair que d'emblée, quand je prends une fonction comme ça, je m'attends à une symétrie θ moins θ. Donc, on avait fait un développement limité de cette fonction, enfin de cette énergie
en fonction de θ. Et ce qu'on voit tout de suite sur une fonctionnelle d'énergie comme ça, eh bien, c'est si vous me croyez que le coefficient A4 est forcément positif, eh bien, tout dépend du signe de A2. Si A2 est également positif, j'ai la somme de deux termes positifs. Donc clairement, le minimum sera en θ égale 0. Donc ça favorisera cette terme sur racine de L. En revanche, si A2 est négatif, eh bien, l'allure de mon énergie sera une courbure négative au voisinage de θ égale 0, et puis loin, le terme en θ4 prendra le dessus. Donc je m'attends à avoir comme minimum soit ce θ min ici, soit son opposé là. Et donc on voit tout de suite pour cette configuration qu'on a un point critique pour notre transition, qui est quand est-ce le point où A2 change de signe. La question à se poser, c'est quand est-ce que A2 change de signe, et ça, ce sera la signature de la transition supersolide. Alors, on avait également fait, la semaine dernière, un lien avec le minimum de Roton. Donc, je vous ai rappelé ici l'énergie que je viens de vous écrire, avec un développement en puissance paire de θ. Et là, je vous ai donné la forme du coefficient A2 qu'on avait trouvé ensemble. Ce A2, il s'écrit comme εk, où εk, c'est simplement l'énergie cinétique d'une particule d'impulsion h bar k, je l'ai réécrite ici, h bar 2 k2 sur 2m, en haut à droite, là. Et puis v tilde de k, c'est la transformée de Fourier du potentiel prise pour le moment k. Donc ce A2, c'est εk plus 2 fois ρ de v tilde de k. Ρ, c'est la densité de mon système. En l'occurrence, je suis à une dimension, c'est donc grand N divisé par la longueur du système, grand L. Et donc, c'est comme ça qu'on a cette transition, c'est que le terme en v tilde de k, bien, il peut être négatif, enfin, il est négatif pour le potentiel dipolaire. Si je prends k assez grand, il est positif en k égale 0, mais il devient négatif pour k assez grand. Donc, si j'augmente ma densité ρ, eh bien, il y a un moment où le terme négatif ici va prendre le pas sur le εk qui, lui, est toujours positif, et c'est ça qui va me signaler même la transition. Et on avait vu tout de suite un lien avec le spectre de Bogoliubov, puisque le spectre de Bogoliubov, on l'avait trouvé ensemble, il s'écrit pour une petite perturbation de vecteur d'onde k, il s'écrit h bar oméga k, l'énergie associée, c'est la puissance 1,5 de produit εk plus 2 fois ρ v tilde de k. Donc le point où A2 s'annule, eh bien, c'est le point où ce terme-ci s'annule, vous reconnaissez ici exactement A2, et donc dire que j'ai A2 qui s'annule, c'est dire que mon spectre de Bogoliubov, eh bien, il a l'allure suivante. Il commence par croître linéairement pour tout petit k, ça c'est le régime des phonons traditionnel, mais pour la valeur de k qui me donne cette annulation de εk plus 2 fois ρ v tilde de k, eh bien, j'ai une annulation du spectre de Bogoliubov. C'est-à-dire que je peux, dans mon système, générer des excitations avec ce nombre d'ondes k pour un coût énergétique nul. Donc c'est normal que je vois cette instabilité apparaître, puisque ça ne me coûte aucune énergie de faire apparaître une modulation dans mon système. Donc la leçon de la semaine dernière, c'était qu'à une dimension, le point critique de la transition vers un état supersolide coïncide avec le minimum de Roton. Et on va voir que ce n'est pas le cas à 2 dimensions. Donc voilà ce que je vous propose comme programme pour aujourd'hui. Donc explorer la transition supersolide à 2 dimensions, et comme je viens de le dire, le lien avec le minimum de Roton est alors beaucoup moins évident. Ensuite, j'aimerais définir la fraction superfluide, Fs, et c'est là qu'on se tournera vers l'expérience du récipient tournant, c'est-à-dire un récipient dont les parois bougent, et se pose la question, est-ce que le fluide qui est fixé sur les parois, lui, est-ce qu'il bouge aussi, ou est-ce qu'il reste au repos dans le référentiel du laboratoire? Ensuite, je me passerai aux bornes de Leggett que j'annonçais tout à l'heure, et puis je terminerai avec quelques observations et des perspectives expérimentales. Bien, alors commençons par cette transition supersolide à 2 dimensions. Quand je suis à 2 dimensions et que je cherche à généraliser ce qu'on a vu à 1D et ce que je viens de vous rappeler, on est tout de suite face à un problème qui ne se posait pas à une dimension. À 2 dimensions, on peut se demander quel est le réseau, si je vous dis que je brise un ordre translationnel en faisant apparaître un réseau périodique, quel est le réseau que je dois choisir? À une dimension, le réseau le plus simple, on ne s'est pas posé de question, on a pris un cosinus ou un sinus, c'était très simple. Mais si je suis à 2 dimensions, bien, je peux penser à un réseau triangulaire, un réseau carré, un réseau hexagonal. Tout ça, ça permet de paver le plan de manière bien régulière, et a priori, je ne sais pas lequel je vais choisir.
Un réseau triangulaire aura une symétrie d'ordre 6, carré, symétrie d'ordre 4, hexagonal, symétrie d'ordre 3. Alors là, je vous demande de me croire, le calcul montre que c'est le réseau triangulaire de maxima de densité qui permet de minimiser l'énergie. Si vous ne me croyez pas, on peut refaire ensuite tous les mêmes calculs que ceux que je vais faire avec le réseau triangulaire. On peut les refaire avec un réseau carré et vérifier qu'on a atteint une énergie qui est plus élevée que celle du réseau triangulaire. Donc là, je vais admettre que je connais déjà la réponse, et donc je vais prendre un réseau triangulaire. Donc ce réseau triangulaire, voilà à quoi il ressemble. J'ai donc les maxima de densité qui sont repérés en rouge, les minima en bleu, et donc les maxima de densité forment bien un réseau triangulaire. Voilà le réseau, si vous voulez, pour le voir plus clairement. Donc ce sont des triangles, forment des triangles équilatéraux. Incidemment, quand vous prenez un réseau comme ça, triangulaire de maxima de densité, eh bien, vous pouvez constater immédiatement que le réseau de minima de densité, lui, forme un réseau hexagonal. Je les ai mis ici, les minima de densité, donc vous en avez un ici, un là, un là, un là, un là. Donc il y a une dualité entre le réseau triangulaire et le réseau hexagonal. Les maxima de l'un sont les minima de l'autre, et vice-versa. Voilà. Et ça, je vais revenir dans un instant dessus, mais ça permet déjà d'étudier en même temps, finalement, le réseau triangulaire et le réseau hexagonal, simplement en changeant un signe dans une équation qui va venir dans un instant. Voilà. Donc, quelle fonction d'essai je prends ? Eh bien, je veux générer un réseau triangulaire. Donc, je vais me donner 3 vecteurs d'onde, K1, K2, K3, dans le plan. Ces 3 vecteurs d'onde forment ce réseau-là. Donc, ils ont la même dimension, la même longueur, même module, et ils sont à 120 degrés l'un de l'autre. Et je vais prendre une fonction d'essai que je vais toujours repérer par un angle θ qui me paramètre le degré de modulation que je mets dans ma fonction d'essai. Et cette fonction d'essai donc, comprend une partie non modulée, qui est toujours en cosinus θ, et puis une partie modulée, dont l'amplitude varie comme sinus θ. Il y a un racine de 2 tiers ici pour que mes choses soient proprement normalisées. Et je mets donc ici ma modulation spatiale, qui est en cosinus K1 scalaire R, K1 c'est ce vecteur-là, plus cosinus K2 scalaire R, c'est celui-ci, plus cosinus K3 scalaire R, c'est celui-là. Et on peut vérifier, c'est simple à faire, que quand vous vous posez la question de la position des maxima de densité pour cette fonction-là, eh bien, si vous prenez sinus θ positif ici, les maxima de densité forment un réseau triangulaire, et donc les minima forment le réseau hexagonal. Et si vous changez simplement le signe de θ là-dedans, vous prenez sinus θ négatif, à ce moment-là, eh bien, vous avez un réseau hexagonal pour les maxima et un réseau triangulaire pour les minima de densité. Voilà, donc on traite sur un pied d'égalité le réseau hexagonal et le réseau triangulaire simplement en changeant le signe de sinus θ. Pour le réseau carré, il faudrait que je change mes vecteurs et que je prenne un K1 et un K2 perpendiculaires entre eux. Et comme je vous l'ai dit, je connais le résultat, donc je vais tout de suite vers le réseau triangulaire. Alors, une conséquence immédiate de ce que je viens de vous dire, c'est que, puisque le réseau triangulaire et le réseau hexagonal, ils ne sont pas égaux, ils sont duaux l'un de l'autre, mais ils ne sont pas égaux, je ne m'attends pas à trouver la même énergie si je prends θ positif et θ négatif. Je n'attends plus, dans cette situation de dimension, E de θ égale E de moins θ. Donc l'argument que j'avais développé pour le système à une dimension en vous disant que mon énergie Eθ était paire, donc j'avais une transition que j'attendais du deuxième ordre, eh bien là, cet argument ne tient pas. Ma fonctionnelle d'énergie n'a aucune raison d'être paire en θ, puisque réseaux triangulaires et hexagonaux, ce n'est pas la même chose. Bien, alors, cette fonctionnelle d'énergie, on va la calculer. Donc là, je ne vais pas vous faire les calculs en détail parce qu'ils sont un petit peu fastidieux et vraiment, ils n'ont aucune malice dedans. Il faut juste être courageux et faire tout le calcul. Donc, on prend notre fonction psi-θ qui est écrite ici, avec sa partie constante et sa partie modulée avec les 3 vecteurs K1, K2, K3. Je prends mon énergie, ma fonctionnelle d'énergie de Gross-Pitayevsky, donc l'énergie par particule, qui a donc 2 composantes. Une première composante qui est l'énergie cinétique, donc proportionnelle à l'intégrale du gradient de psi en modulo carré, comme toujours. Et puis l'énergie d'interaction, qui me fait donc intervenir la densité au point R, la densité au point R', fois le potentiel binaire d'interaction en V de R moins R'. Ça, c'est la forme générale
que je mets pour mon système. Et mes systèmes donc évoluent à 2 dimensions. Hein, donc j'ai une intégrale sur d2r et d2r'. Et donc, pour l'instant, mon potentiel V est quelconque. Tout à l'heure, j'injecterai mon potentiel dipôle-dipôle, mais je pourrais aussi mettre un potentiel de cœur mou, vous le verrez. Pour l'instant, le potentiel V est quelconque. Et ce qui m'intéresse, c'est donc, quand je remplace le psi là-dedans, qui est un psi générique, par ce psi θ, qu'est-ce que je trouve? Alors, première chose à calculer, c'est l'énergie cinétique. Donc, je dois prendre le gradient de psi θ ici. Donc, le terme constant, évidemment, n'a pas de gradient. Le gradient va venir de ce terme-ci. Et quand vous faites le calcul et que vous faites l'intégrale sur R, bon, je vous passe les détails, mais c'est vraiment, encore une fois, sans difficulté. Vous trouvez que cette énergie cinétique en fonction de θ, eh bien, c'est epsilon k, c'est toujours ce h bar 2 k2 sur 2m, fois sinus carré θ. C'est normal, hein, il n'y a que la partie modulée qui contribue. Il n'y a pas de cosinus θ, puisque lui, il est uniforme, il n'a pas de gradient. Ça, c'est un calcul facile. Le calcul qui est moins facile, et qui prend pas mal de temps si on veut le faire correctement, c'est l'énergie d'interaction. Donc là, il faut que je mette ce psi de θ au carré ici, ce psi de R en modulo carré ici, ce psi de R' en modulo carré là. Je multiplie par V de R moins R' et j'intègre. Alors, qu'est-ce que je trouve? La première chose que je vais trouver, c'est une partie constante, 1,5 de ρ V0 tilde. Ça, c'est l'énergie de champ moyen à laquelle on est bien habitué. Et puis ensuite, eh bien, je vais avoir des termes croisés, donc des termes croisés là-dedans qui me feront intervenir un terme constant et puis un terme en épuissance ik scalaire R, ou ik scalaire R moins R'. Donc ça, c'est simplement la transformée de Fourier de V de R moins R' pris pour la valeur k. Je vous ai réécrit ici cette définition. Un V tilde de k, c'est V de R fois puissance moins IKR des 2R. Je vais supposer V de R isotrope dans le plan XY, donc ça ne dépend que du module de k. Donc c'est ce qui intervient ici, par exemple. Ici, vous avez V tilde de k qui intervient. Et puis ensuite, vous allez avoir des termes croisés entre K1 et K2. Donc vous allez avoir des termes en puissance IK1 scalaire R moins puissance IK2, puissance IK1 scalaire R moins K2 scalaire R, puissance IK1 moins K2 scalaire R, fois V de R intégré. Donc ça va être la transformée de Fourier prise en K1 moins K2, donc prise pour ce vecteur-ci, ici. Et si vous prenez la transformée de Fourier pour ce vecteur-ci, ben vous allez calculer la norme de ce vecteur-là, et vous trouvez que ça vaut k fois racine de 3, trigonométrie élémentaire. J'espère que je ne me suis pas trompé. C'est toujours dangereux de dire le mot élémentaire. Voilà, vous trouvez k racine de 3. Et puis ensuite, vous avez aussi des termes en K1 scalaire R plus K1 scalaire R', donc qui vont faire intervenir des 2 fois K1, et donc là, vous avez des V tilde de 2K qui interviennent. Voilà, donc quand on fait tout le calcul, voilà à quoi on arrive, et puis évidemment, vous avez les sinus θ qui sont venus se greffer, ici avec des cos θ aussi. Voilà. Donc, on en arrive à ça. Là, encore une fois, il n'y a qu'à pousser le crayon pour arriver à ça. Et ensuite, il s'agit de voir qu'est-ce qu'on peut attendre face à ce type de fonctionnel d'énergie. Et c'est là que je vais avoir besoin d'un tableau et d'une craie. Donc, on va se poser la question, est-ce que je peux avoir une transition de phase avec une telle fonctionnelle d'énergie? Donc, je répète, hein, j'ai mon énergie cinétique, mon énergie d'interaction. L'énergie cinétique, elle est là. L'énergie d'interaction, je vous ai recopié exactement la même formule que la diapositive précédente. Et je vais supposer pour l'instant que les choses intéressantes se passent au voisinage de θ égale 0, au moins pas trop loin, et donc que j'ai le droit de faire un développement en puissance de θ. Et je vais donc faire ce développement, et je vais me poser la question, ensuite, quelles sont les valeurs de θ qui minimisent l'énergie. Donc, merci pour les craies, voilà. Et donc, je commence avec donc, ce problème, développement. De epsilon de θ. Bien. Alors, commençons avec l'ordre 0. Qu'est-ce qui reste si je fais tendre θ vers 0? Bien, clairement, l'énergie cinétique, elle est en epsilon k sinus carré θ, donc elle est d'ordre 2 en θ. Il y aura des θ2, des θ4. Et puis, dans l'énergie d'interaction, j'ai le premier terme qui est constant, et puis tout le reste, du sinus carré θ ou du sinus puissance 4 θ. Donc, tout le reste, lui, va tendre vers 0 quand θ tend vers 0. Donc, à l'ordre 0, ce que je trouve, c'est que A0, enfin pas A0, je l'appelais epsilon 0, c'est mon énergie de champ moyen, 1,5 de ρ V tilde de 0.
À l'ordre 2, le terme en A2, pardon, oui, l'ordre 1 quand même, je peux dire un mot, l'ordre 1, est-ce que j'ai de l'ordre 1 dans mon système? La réponse est non, hein. L'énergie cinétique démarre en θ2, et même chose pour l'énergie d'interaction, j'ai soit du sinus carré θ facteur de quelque chose qui est régulier, ou du sinus 4 θ, donc je n'ai pas d'ordre 1, donc A1 égale 0. L'ordre 2, A2, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, j'ai une contribution qui va venir de l'énergie cinétique, qui va être epsilon k, simplement, puisque je prends sinus carré θ à peu près égal à θ2. Et puis, dans le terme epsilon int, là, eh bien, je vais avoir un terme en θ2 qui va venir de ça, à condition de prendre ici la partie constante dans cette parenthèse. Et puis cette chose-là est en θ4, donc ne va pas contribuer. Donc tout ce que je vais avoir ici, c'est plus l'intérieur de la parenthèse, et je dois prendre le terme d'ordre 0 dans la parenthèse, qui est simplement le cos θ, que je remplace par 1. Donc j'ai un racine de 2 au carré, fois ρ v tilde de k. Donc mon terme A2, c'est égal à epsilon k plus donc 2 fois ρ v tilde de k. C'est le même résultat que celui qu'on avait trouvé à une dimension. Et puis, je prends l'ordre 3, et puis après je m'arrêterai. L'ordre 3, donc A3, que vaut-il? Eh bien, toujours rien dans l'énergie cinétique, puisqu'elle est paire. Et dans le terme d'interaction, la seule chose que je dois faire, c'est prendre le terme d'ordre 1 en θ dans la grosse parenthèse au carré. Donc, je vais prendre donc, ce terme d'ordre 3. Il faut que je prenne le terme croisé entre le cos θ que je vais remplacer par 1 et le sin θ que je vais remplacer par θ. Et c'est un double produit, donc il ne faut pas que j'oublie le facteur 2. Donc j'ai 2 fois racine de 2, 1 sur racine de 3, et puis ρ v tilde de k. Voilà, donc A3, ça vaut racine de 8 tiers, ρ v tilde de k. Voilà. Et comme je vous ai dit que v tilde de k pour le potentiel dipolaire était positif au k très petit, mais devenait négatif au grand k, je vois que je suis dans une situation où mon A3 peut devenir négatif. À partir d'une certaine valeur des k, A3 devient négatif. Et donc là, on est dans la phénoménologie que j'avais décrite pour une transition de phase du premier ordre, c'est-à-dire que je peux imaginer une situation où A2 est positif, v tilde de k est devenu négatif, mais comme j'ai le epsilon de k à côté, le epsilon de k lui est positif, et je peux imaginer une situation où cette chose, la somme des deux reste positive. Le A4, je vous promets qu'il reste positif pour les parties intéressantes, mais A3, lui, est négatif parce que v tilde de k est devenu négatif et il n'y a rien pour compenser cette négativité. Donc, je peux refaire le diagramme que j'avais fait la dernière fois. Donc, je prends A2 et A4 positifs, A3, lui, est négatif, et je fais un dessin où la valeur absolue de A3 augmente quand je vais de haut en bas. Et donc, ce que j'avais fait, mais que je peux refaire, c'est donc si je dessine ce qui se passe en fonction de θ, θ ici, je vous mets l'énergie ici, eh bien, aux toutes petites valeurs de valeur absolue de A3, j'ai quelque chose qui est simplement A2 plus A4 qui vont contribuer beaucoup, donc je vais avoir quelque chose qui va ressembler à ça pour mon énergie, avec éventuellement une légère ondulation ici. J'ai mis mes énergies à 0, c'est-à-dire que j'ai soustrait le terme epsilon 0 ici, qui est sans importance. Ensuite, quand module A3 augmente, eh bien, ce que je peux voir apparaître, c'est toujours un minimum absolu en 0, mais un minimum local pour θ positif. Et puis, si j'augmente encore la valeur absolue de A3, si A3 devient de plus en plus négatif, eh bien, le minimum en 0 reste, mais devient simplement un minimum local, et le vrai minimum, il se produit pour θ non nul. Voilà, et donc si je repère l'état fondamental, eh bien, là l'état fondamental est ici, là il est encore là, et là il a basculé ici, et il bascule de manière discontinue, donc c'est une transition de phase du premier ordre que j'attends.
Alors, quand on fait une analyse comme ça avec un développement en puissance de θ, pour une transition du premier ordre, il faut toujours être très méfiant, hein, parce que la valeur que je trouve ici, c'est une valeur finie, elle n'est pas petite a priori. Et donc, rien ne me dit que le développement limité que j'ai fait reste valable pour la valeur θ que je trouve là. Donc, ce que j'ai fait au tableau, c'est une bonne indication de ce qui peut se passer, mais ce n'est pas quantitatif. Si on veut être quantitatif, ben là, il faut faire le calcul, et c'est ce que je vous propose de faire pour un potentiel simple, qui est le potentiel de cœur mou qu'on a déjà regardé la semaine dernière, mais cette fois-ci, on va se placer à 2 dimensions. Donc ça, c'est un calcul qui a été publié pour la première fois à ma connaissance par Pomo, Yves Pomo et Sergio Rica en 1994. Donc ce potentiel de cœur mou, je vous rappelle ce que c'est un potentiel qui est purement répulsif, un potentiel qui vaut donc plus V0, ça me coûte l'énergie V0 si je veux mettre 2 particules proches l'une de l'autre. Par proche, je veux dire à une distance r inférieure à petit a. Et dès que mes particules sont plus éloignées que petit a, à ce moment-là, le potentiel vaut 0. C'est facile de calculer la transformée de Fourier de potentiel, v tilde de k. À 2 dimensions, ça fait intervenir une fonction de Bessel, la fonction J1. Donc v tilde de k, je peux l'écrire v tilde de 0 fois ce rapport entre J1 de k et k lui-même. Et v tilde de 0, bah, ça c'est la transformée de Fourier du potentiel en k égale 0. C'est donc simplement l'intégrale du potentiel. Donc c'est V0 fois l'aire sur laquelle le potentiel est non nul, pi a carré. Je voulais tracer ici le V tilde de k sur V tilde de 0. Et effectivement, c'est bien négatif dans une certaine zone ici. Donc cette négativité me permet de dire que le coefficient A3 peut devenir négatif. Donc avec ce potentiel-là, j'ai espoir de voir apparaître cette transition. Tout comme on l'avait vu à une dimension, en fait, c'est une assemblée de particules à 2 dimensions décrite par un potentiel de cœur mou, en fait, est caractérisée par un seul paramètre sans dimension. Ce paramètre combine à la fois la densité à 2 dimensions, ρ, V tilde de 0, qui est écrit ici, et puis l'échelle naturelle d'énergie pour ce problème. Ce que j'entends par échelle naturelle d'énergie, c'est l'échelle d'énergie qui est associée à la longueur petit a, la taille de mon cœur mou. Donc, si j'ai une longueur petit a, l'énergie, c'est h bar 2 sur ma2, l'énergie associée, et donc c'est comme ça que je définis h bar oméga a. Donc, ma situation physique est caractérisée par cette seule valeur de lambda, et donc là, maintenant, on fait le calcul complet, hein, ce n'est pas des développements limités. Quand on calcule l'énergie, donc, pourquoi je l'appelais epsilon k, là? C'est une erreur, c'est epsilon de θ, ici, oh là. Voilà. Quand on calcule epsilon de θ sur h bar oméga, moins donc je soustrais l'énergie de point 0, eh bien voilà ce qu'on trouve. On trouve quelque chose qui ressemble beaucoup au diagramme que j'ai dessiné au tableau ici. Quand on augmente le paramètre grand lambda, ici, ce qui revient à augmenter le paramètre A3, eh bien, vous voyez que pour un tout petit changement de grand lambda, hein, lambda ici varie de 39 à 41 sur les 3 courbes, eh bien, vous avez les trois formes de fonctions que j'avais dessinées au tableau. Pour lambda égale 39, eh bien, je n'ai qu'un seul minimum, qui est le minimum en θ égale 0, ici. Pour lambda égale 40,128, c'est le point critique de la transition. Le minimum en 0 est au même niveau que le minimum en θ non nul qui est ici. Et puis, pour θ égale 41, donc j'ai dépassé de quelques pourcents le point critique, eh bien, maintenant, j'ai mon minimum ici qui est bien affirmé en θ non nul. Ça, c'est pour la valeur particulière de petit k, qui est telle que k égale 4,767, qui est la valeur celle pour laquelle j'ai le minimum d'énergie, enfin la transition qui se produit. Voilà, donc vous voyez que ce que je vous ai décrit au tableau se réalise au moins de manière qualitative, là. Tout petit changement de lambda, donc A2 et A4 changent à peine, mais A3, lui, son changement fait qu'il y a cette transition du premier ordre qui se produit. Une question qu'on peut se poser tout de suite, c'est est-ce qu'il y a un lien entre ce que je viens de vous dire là pour l'énergie en fonction de θ, donc décidément cette erreur s'est propagée partout, c'est epsilon de θ, est-ce qu'il y a un lien entre ce comportement de epsilon de θ et puis le spectre de Bogoliubov. Donc là, je me suis contenté de vous refaire le même diagramme qu'à la diapositive précédente, et puis donc ici, vous avez le profil de densité correspondant au point critique B, là, ici, donc c'est ce profil triangulaire que j'annonçais.
Si vous regardez le spectre de Bogoljubov pour ce même problème, et ces mêmes valeurs de lambda égale 39, 40, 41, eh bien voilà ce que vous trouvez. Vous trouvez donc toujours une énergie oméga, décidément. Pourquoi j'ai mis des oméga? Oui, si, là c'est oméga k, c'est bien, oui. Sauf que j'aurais dû l'appeler petit q pour ne pas mélanger avec k, oui. Ah là là, pardon, voilà. Parce que k joue un autre rôle, donc voilà, je vais l'appeler oméga q ici. C'est mieux de remplacer tous les k par des q pour ne pas mélanger avec le k qui produit la transition. Désolé. Voilà, donc quand vous tracez oméga de q en fonction de q, au départ vous avez toujours cette partie linéaire qui correspond au phonon, et puis vous avez ici donc un minimum, ce minimum de Roton, mais ce minimum de Roton, il ne vient pas du tout toucher l'axe des x ici. Vous voyez, ce minimum de Roton, il change à peine quand je passe de 39, 40, 41. Il change un petit peu, il se creuse un tout petit peu, mais ce n'est pas la transition que vous voyez sur la partie gauche ici ne correspond pas au point où le minimum de Roton vient toucher l'axe des x. Et ça se comprend assez bien en fait. Le minimum, quand on regarde le spectre de Bogoljubov et son minimum de Roton, ce qu'on regarde, c'est le comportement du système quand on lui fait des petites perturbations. On fait une petite perturbation en densité et en phase, et on regarde si cette petite perturbation, elle nous coûte de l'énergie. Donc ça revient, si vous voulez, pour reprendre un langage qu'on utilise dans les cours de mécanique, à étudier les petites oscillations autour du point A, ici. Et les petites oscillations autour du point A restent stables. Quand on a une transition du premier ordre, ce qui crée l'instabilité, c'est une modification considérable du système. Ce n'est pas quelque chose qui pousse à partir d'une petite perturbation au voisinage du minimum A. C'est un changement radical du système qui me fait apparaître spontanément une grosse modulation de densité. Donc en étudiant les petites oscillations autour de A, c'est-à-dire en regardant le spectre de Bogoljubov, on ne se rend pas compte qu'il y a une transition qui peut se produire. Il faut vraiment regarder tout l'espace des paramètres pour voir que effectivement, le point B devient le meilleur des minima, c'est-à-dire le minima qui me donne l'énergie la plus basse. Voilà. Donc, morale de l'histoire, la transition supersolide se produit sans que le minimum de Roton s'annule, et donc on a une situation qui est différente du K1D, on a une transition qui est du premier ordre, discontinue. Alors, vous pourriez vous dire, oui, on a une transition discontinue, mais c'est parce que j'ai pris un potentiel lui-même discontinu. C'est peut-être ça. Alors, la réponse est non. On peut prendre des potentiels qui sont complètement continus et qui donnent néanmoins cette transition du premier ordre. Donc ça, c'est un article de Cinti et al. Et parmi les auteurs, il y a Guido Pupillo. C'est un hasard pur. J'avais prévu de parler de ça avant de savoir que tu serais là aujourd'hui, Guido. Mais voilà, il se trouve que c'était la première, au-delà de l'article de Pomo Erika, la première vérification numérique précise d'une transition de phase du premier ordre pour un potentiel à 2D. Donc c'est un potentiel qui est constant quand R est inférieur à R0, et puis qui varie comme 1 sur R3, comme un potentiel dipolaire pour R plus grand que R0. Et là encore, il y a une transition discontinue qui se produit. Là, c'est une analyse qui va au-delà du champ moyen. D'ailleurs, c'est une analyse par simulation de Monte-Carlo quantique. Donc c'est a priori vraiment rigoureux. On trouve vraiment l'état fondamental du système. Et par ailleurs, cette simulation permet de vérifier le caractère superfluide de l'ensemble. Bien. Alors, je termine cette première partie par deux manips qui viennent du groupe d'Innsbruck, qui ont vérifié l'existence de cette phase donc supersolide à 2 dimensions. La première expérience, celle qui est sur cette diapositive-là, ça a consisté à partir d'un supersolide à 1 dimension, comme celui-ci, donc fortement piégé à la fois selon Z pour bloquer la formation de gouttelettes, et puis selon un axe qui est l'axe ici Y. Et puis, les chercheurs d'Innsbruck ont relâché progressivement le confinement selon l'axe Y pour rendre le confinement plus ou moins isotrope dans le plan XY. Donc on part, vous voyez, d'une fréquence selon X qui est faible, 33, et puis selon Y elle est élevée, 120, donc un rapport de 0,32 entre les deux fréquences. Et puis là, on relâche progressivement le rapport entre la fréquence selon X et la fréquence selon Y, et on voit apparaître effectivement une structure triangulaire pour ce supersolide. Et ils ont étudié la cohérence de l'ensemble en faisant la même expérience que celle que j'avais décrite la semaine dernière, c'est-à-dire en faisant des temps de vol, des expansions balistiques de ce système, et en regardant si on a un profil d'interférence stable entre ces différentes gouttelettes. Et la réponse est oui.
Donc on a bien affaire à des amas d'atomes qui sont en phase les uns avec les autres. Encore plus récemment, donc c'est sorti il y a moins de 2 ans, les chercheurs d'Innsbruck sont partis carrément d'un piège isotrope dans le plan XY, donc confinement fort selon Z avec 133 Hz, et puis confinement faible dans le plan XY avec des fréquences de l'ordre de 40 Hz. Voilà ce qu'ils ont obtenu comme profil de densité, donc un bel hexagone, 6 amas avec un 7e amas au centre. Et là encore, on peut tester la cohérence macroscopique de l'ensemble en faisant une expansion balistique et en regardant le profil d'interférence qu'on trouve. Là, vous prenez 68 profils d'interférence indépendants, vous les moyennez, et vous voyez que la moyenne des profils d'interférence reste bien la même. Les franges brillantes restent tout au même endroit, les franges noires restent tout au même endroit, ce qui prouve la cohérence de l'ensemble. Voilà. Donc, on a bien la preuve expérimentale que ces supersolides A2D existent et que leur structure est bien une structure triangulaire. Ici, vous voyez la belle structure triangulaire qui apparaît. Voilà. Bien. Alors, je voudrais passer maintenant à une notion importante pour caractériser cette supersolidité, qui est la fraction superfluide. Et pour ça, je vais repasser au tableau. Et j'aimerais qu'on étudie les deux manières d'étudier cette fraction superfluide, oui, qui est une manière mathématique et une manière physique. Donc je vais parler de manière indifférente de fraction superfluide Fs ou de fraction normale Fn. La somme des deux vaut 1, donc elles sont complémentaires l'une de l'autre. Donc qu'on parle de l'une ou de l'autre, c'est bien le même concept qui est derrière. Première chose, c'est la définition physique qu'on va prendre. Donc, je vais prendre mon gaz, qui donc, disons, il a une taille L par L, c'est un carré L par L, et je vais mettre ce gaz bidimensionnel à la surface d'un cylindre, ici, et on va se regarder ce qui se passe quand on met ce cylindre en rotation. Donc, ce cylindre, il peut tourner autour de son axe, et quand on le met en rotation à une vitesse oméga, on va se poser la question: est-ce que le fluide reste au repos dans le référentiel du laboratoire? Est-ce qu'il est entraîné par le mouvement du cylindre? Et la réponse, vous allez voir, est intermédiaire. Il y a une partie qui reste au repos, une partie qui est entraînée. Et on va définir la fraction normale comme celle qui est entraînée par le mouvement du cylindre, les aspérités qui sont à la surface du substrat. Et puis la fraction superfluide, c'est celle qui reste au repos dans le référentiel du laboratoire, qui ne se sent pas concernée par le mouvement de ces aspérités. La deuxième définition, qui, quand on la voit comme ça la première fois, n'a rien à voir, c'est de se dire, on prend notre carré L par L, et au lieu de prendre des conditions limites périodiques comme on fait d'habitude, on va prendre des conditions limites avec distorsion de phase. Je vais vous expliquer dans un instant de quoi il s'agit plus précisément. Donc une distorsion de phase θ, et à ce moment-là, on va calculer si, oui ou non, l'énergie du fondamental du système change, et si elle changera de manière quadratique, parce que θ et moins θ sont équivalents. Et on va déduire la fraction superfluide du coefficient du terme en θ2. Voilà. Et donc la question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que cette définition-là est la même que celle qui est, donc la définition de gauche est la même que celle qui est de droite. Et ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, le lien entre les deux, c'est un effet physique bien connu, qui est l'effet Sagnac. Donc pour faire ça, je vais le faire au tableau, parce que c'est bien de suivre le détail de la démarche. Je vais commencer par la définition mathématique. Donc bien préciser ce qu'on entend par conditions limites avec des phases distordues. Je vais avoir besoin de toute la place, donc j'efface tout. Bien. Donc, définition mathématique. Donc on a notre carré L par L, ici. Et quand on étudie en général un système quantique, comme ça, on prend ce qu'on appelle des conditions limites périodiques.
qui veut dire que ma fonction dans la n-core, donc qui est repérée par la position de la particule 1, x1, y1, puis x2, y2, jusqu'à xn, yn, eh bien, on suppose que pour cette fonction d'énergie, on cherche cette fonction dans un espace de fonctions tel que, si je translate par exemple la position x de la particule 1, tout en laissant toutes les autres coordonnées, j'ai 2n coordonnées, hein, donc je laisse les 2n moins une autres coordonnées constantes, eh bien, j'impose à ma fonction psi d'être périodique, donc d'être inchangée quand je change x1 en x1 plus l. Et ça, c'est vrai pour n'importe laquelle des 2n coordonnées. Bien. Et on fait un calcul pour ce système de taille finie, et puis éventuellement, on prend la limite thermodynamique en faisant tendre grand L vers l'infini à densité constante. La densité ρ, hein, c'est grand N sur L carré. La taille de mon densité surfacique, c'est grand N sur N sur l'aire de mon système. Alors, les conditions limites, je vais appeler ça CL, ça on met souvent CLP. Donc les conditions limites distordues, ça consiste à se dire que quand on fait ce changement, on remplace x1 par x1 plus l, ou x2 par x2 plus l, etc., eh bien, on n'a pas une périodicité complète, mais que psi de x1 plus l, y1 jusqu'à xn, yn, eh bien, c'est égal à e puissance iθ, où θ est un angle qu'on suppose arbitrairement petit, et puissance iθ, psi de x1, y1, xn, yn. Et quand on fait ça, donc on change l'espace de fonctions, hein, c'est plus les mêmes fonctions solutions, celles qui sont pour des conditions limites périodiques et celles pour des conditions limites distordues. Et donc l'énergie qu'on va trouver va être une fonction de θ. C'est une fonction paire de θ, comme je disais, parce que prendre θ ou moins θ, ça ne change rien. Donc ça va être un E de 0, plus donc un terme quadratique en θ, dans la limite des θ petits. Hein. Après, il y aura des termes en θ4, etc. Mais je me limite je vais mettre un à peu près égal, si vous voulez, ici. Donc un coefficient qui est h bar 2, ρ, ma densité, la quantité n sur L carré qui est écrite ici, divisé par 2m, fois ma fraction superfluide Fs, fois θ2. Voilà. Bien, alors, ça c'est la définition mathématique. Comment est-ce que je relie ça à mon cylindre en rotation? Donc je passe maintenant à la définition physique. Et je commence par me mettre dans le référentiel en rotation, le référentiel du cylindre. Et je vais regarder mon cylindre vu de dessus. Donc je prends mon cylindre vu de dessus qui ressemble à ça, et puis je vais prendre une particule qui part de ce point-ci, là j'ai un petit drapeau, et je prends une particule qui part d'ici et qui part à une vitesse v comme ceci. Ben, qu'est-ce qu'elle va faire, cette particule? À sa vitesse v, elle va faire le tour du cylindre en un temps, donc le temps qu'elle met pour faire un tour, c'est la longueur du cylindre, grand L, divisé par la vitesse de cette particule. Donc grand L et le rayon du cylindre sont reliés par L égale 2 pi R. R, c'est le périmètre du cylindre. Donc j'ai enveloppé mon carré L par L sur le cylindre. Donc mon cylindre a un rayon R avec L égale 2 pi R. Voilà. Ça, c'est une particule qui partirait vers la gauche. Si je prends une particule qui part vers la droite, je vais la faire d'une autre couleur, elle mettra exactement le même temps. Hein. Si une particule qui part avec la vitesse moins v, elle fera un tour dans l'autre sens et émettra le même temps pour faire un tour. Bien. De la même façon, puisque là je considère une particule plus ou moins v, je peux aussi dire ce qui se passe ici. Si je prends x plus ou moins l, eh bien à ce moment-là, je mets ici plus ou moins iθ, l'énergie étant toujours inchangée. Bien, alors maintenant, si je me mets dans le référentiel du laboratoire. Si je mets dans le référentiel du laboratoire, eh bien, ce que je vais voir, peut-être que je préviens, si je veux avoir la place de tout mettre, il ne faut pas que je gâche la place du tableau. Hop, faire ça.
Si je vais dans le référentiel du laboratoire, si je reprends ma première particule qui part comme ceci, si mon cylindre, en fait, il tourne, disons, dans le sens trigonométrique, comme ça, avec une vitesse angulaire grand oméga, eh bien, ce que vous voyez tout de suite, c'est que ma particule part d'ici, mais elle va devoir faire, en fait, dans le référentiel du laboratoire, un chemin un petit peu plus long, parce que le temps qu'elle fasse un tour comme ceci, dans le référentiel du labo, le cylindre lui-même a tourné. Le cylindre, la position du drapeau s'est décalée, et dans le référentiel du laboratoire, le drapeau, il est arrivé ici. Donc, ma particule qui fait un tour, dans le référentiel du laboratoire, elle doit faire un peu plus que la distance grand L. Elle doit faire une distance grand L plus delta L, avec donc, grand L, plus combien vaut ce delta L? Eh bien, c'est cette distance-ci. Donc, mon cylindre, il tourne à la vitesse grand oméga. Donc, ici, l'angle qui est ici, c'est grand oméga fois le temps t tours. Et cette distance-ci, c'est plus oméga fois t tours fois donc le rayon de mon cylindre. Et oméga fois r, c'est simplement la vitesse de la surface de mon cylindre. Donc j'ai delta L, la distance qu'elle doit faire en plus, c'est V0, la vitesse du cylindre, fois t tours. Et puis si je prends l'autre particule, celle que j'avais mise en rouge, elle, au contraire, elle doit faire une distance plus faible, puisque elle part d'ici, et elle s'arrête là. Donc mes deux particules ne font pas la même distance, et donc quand je m'interroge sur leur phase relative, la phase relative de la particule qui a tourné dans le même sens que le cylindre et celle qui a tourné dans le sens inverse, eh bien, elles ne vont pas avoir la même phase. Je vais avoir une différence de phase qui va apparaître, et ça, c'est simplement l'effet Sagnac. C'est ça l'effet Sagnac. C'est le fait que quand vous tournez dans un sens ou dans l'autre, que vous avez une onde, ça peut être une onde lumineuse ou une onde de matière, eh bien, les phases ne sont pas les mêmes, et ça permet même de construire des gyroscopes quand on exploite ces différences de phase. Alors, comment est-ce que je la calcule, cette différence de phase? Bien, la semaine dernière, je vous ai donné le propagateur d'une particule libre, propagateur associé à une propagation sur une distance grand L pendant un temps t. Et ce propagateur, je vous rappelle à quoi il ressemblait, il était du type e puissance im, la distance grand X que je parcours au carré sur 2 fois h bar t. Alors, je vérifie que c'est bien ça, mais normalement, je le connais. Oui, c'est bien ça. Voilà. Donc là, si je m'interroge sur la différence de phase entre la particule qui tourne, la particule avec une trajectoire blanche qui tourne dans le même sens que le cylindre, et celle qui tourne dans l'autre sens, eh bien cette différence de phase, ça va être m, L plus delta L pour celle qui tourne dans le même sens que le cylindre. Il y a un moins ici, pardon, si je veux être correct. Donc moins sur 2 fois h bar t, plus m pour la particule qui tourne dans le sens inverse, delta L au carré, sur 2 fois h bar t. Et cette différence-là, eh bien, c'est la différence que mathématiquement je mettrais entre tourner, c'est-à-dire passer de x1 à x1 plus L, ou alors passer de x1 à x1 moins L. Tourner dans le même sens que le cylindre ou dans le sens inverse, c'est soit faire plus L, soit moins L. Donc ça, je peux dire que c'est la correspondance du 2θ, puisque c'est θ dans un sens et moins θ dans l'autre, donc de 2θ qui est là-bas. Et donc, que vaut θ à ce moment-là? Eh bien, il suffit d'effectuer. Donc, ce que vous voyez tout de suite, c'est que les termes directs, enfin les carrés, le L2 ici va se compenser avec celui-là à cause du signe. Pareil pour le delta L2. Et la seule chose qui va rester, c'est le double produit. Donc, j'obtiens que 2θ est égal à donc, mon double produit qui se double lui-même. Donc, ça fait du 2 fois. Donc, oui, ça fait du 4 au numérateur et du 2 au dénominateur. M fois L fois delta L sur h bar t. Alors le t ici, c'est le temps, c'est le t tour. Voilà. Et delta L sur t tour, eh bien, je le déduis d'ici. Delta L, c'est V0 fois t tour. Donc delta L sur t tour, c'est simplement V0. Donc θ, finalement, le θ que je dois injecter dans la formule là-bas, si je veux une correspondance entre les deux, c'est M, L, V0 sur H bar. Voilà, oui, les deux sont simplifiés. Bien. Pour l'instant, on n'a pas encore bien compris ce que voulait dire la formule qui est écrite là-bas, mais au moins, on va savoir faire une correspondance. Donc, supposons maintenant que je prenne ce θ-là,
hein, qui est donc la différence de phase selon que je fais plus L ou moins L, que je tourne dans le même sens que le cylindre ou que je tourne dans le sens inverse, et injectons cette valeur de θ ici. Donc mon delta E, la différence entre θ égale 0 et θ non nul, eh bien, je peux le réécrire comme ça, h bar 2, ρ sur 2m, ma fraction superfluide Fs, et puis θ carré, qui est donc m carré, L carré, V0 carré, sur h bar 2. Alors, qu'est-ce que je vois en face de ça? Bon, ben, je vois que les h bar 2 s'éliminent. Je vois que j'ai une masse qui disparaît ici. Et ce qui me reste, eh bien, je vois ici un ρ qui va se multiplier avec le L2. Donc ρ fois L2, c'est simplement le nombre de particules. Et donc la formule à laquelle j'arrive, je vais me faire un peu de place ici, et puis ce sera la dernière. La formule à laquelle j'arrive, et c'est celle qui vraiment est parlante, qui donne bien la correspondance entre les deux points de vue mathématiques et physiques, c'est que delta E est égal à 1,5, c'est le 2 qui est là, fois donc m, fois le nombre de particules, c'est le ρ L2, m, le nombre de particules, la fraction superfluide, et puis V0 carré. Voilà. Comment comprendre ça? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que l'accroissement d'énergie, donc qu'on calcule dans le point de vue mathématique, c'est simplement l'énergie cinétique de grand N fois Fs particules qui bougent à la vitesse V0. Donc je vous rappelle que quand je prends cette condition limite distordue, là, je me place dans le référentiel du cylindre, le cylindre en rotation. Et dans le cylindre en rotation, dire que j'ai cette énergie cinétique-là, ça veut dire que j'ai grand N Fs particules qui bougent à une vitesse V0, ou plutôt moins V0 par rapport à moi. Donc c'est exactement l'idée qu'on a que le superfluide reste au repos dans le référentiel du laboratoire. Donc si je suis dans le référentiel de rotation, ben, je vois ce superfluide bouger à la vitesse moins V0, et l'énergie que je calcule avec ces conditions limites distordues, là, eh bien, c'est simplement cette énergie cinétique associée à cette fraction superfluide. Donc il y a bien une correspondance entre la définition mathématique et la définition physique. Ce qu'on calcule mathématiquement, ça correspond bien à l'idée qu'on se fait d'une fraction superfluide et d'une fraction normale. Donc là, j'ai récapitulé hein, pour qu'on soit tous bien en phase à ce stade. Donc, quand on a cette expérience du récipient tournant, on a deux points de vue sur le système. On peut se mettre dans le référentiel du laboratoire. À ce moment-là, le superfluide reste au repos. La fraction normale tourne à la vitesse V0 égale ωr avec le cylindre. On a des conditions limites périodiques, mais le problème, c'est qu'on a un problème qui dépend du temps, parce que les aspérités bougent, donc les calculs ne sont pas forcément simples. Donc on peut passer dans le référentiel qui tourne avec le récipient. À ce moment-là, c'est la fraction superfluide qui bouge, puisqu'elle est restée au repos dans le laboratoire. Donc elle bouge avec la vitesse moins V0, donc égale moins ωr. La fraction normale, elle est au repos, elle bouge avec les aspérités du substrat. Donc j'ai un potentiel qui est indépendant du temps, mais le prix que je dois payer pour passer dans ce référentiel qui est non galiléen, c'est d'avoir cette condition limite distordue avec θ égale moins m. J'ai oublié le signe moins là peut-être. Oui, effectivement, quand on fait le calcul, j'ai un signe moins ici. Ça ne change rien parce que c'est θ carré qui compte, mais autant que les choses soient correctes au tableau. On a donc ces conditions limites distordues, et l'énergie qu'on calcule, eh bien, c'est l'énergie cinétique de la fraction superfluide des NFS particules calculées dans le référentiel tournant. Voilà. Bien, eh bien une fois qu'on a ça, donc on peut, maintenant on a toute l'artillerie pour calculer cette fraction superfluide. Je signale juste un moyen de lier assez simplement la fraction superfluide à une quantité bien connue, c'est la vitesse du son. Au moins dans le cas où vous prenez un système qui n'est donc pas forcément homogène, avec une certaine modulation, mais si cette modulation est imposée de l'extérieur, donc elle ne résulte pas pour l'instant d'une brisure spontanée de symétrie, vous imposez de l'extérieur avec un potentiel. À ce moment-là, vous avez toujours un seul mode de Goldstone, une seule vitesse du son, et là il y a une relation simple qu'on peut montrer, c'est une relation hydrodynamique, entre la fraction superfluide Fs et puis la vitesse du son C, ça fait intervenir la compressibilité. Il se trouve que cette relation, en fait, on l'a testée au laboratoire, c'est la thèse de Guillaume Chauveau l'an dernier, et ça a également été fait dans le groupe de Jan Spielmann également l'an dernier. Si maintenant on se place dans le cas d'une modulation spatiale qui est liée à la supersolidité,
Là, à ce moment-là, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, il y a plusieurs modes de Goldstone, puisqu'on brise spontanément plusieurs symétries continues. On peut encore faire un lien entre vitesse du son et fraction superfluide, mais c'est plus compliqué, parce qu'il y a plusieurs vitesses du son. C'est bien expliqué dans un article qui va bientôt sortir dans Fitzgerald Letters du groupe de Sandro Stringari avec Syndic comme premier auteur. L'article, vous pouvez le trouver sur le serveur de préprint. Voilà, je ne vais pas détailler plus ce lien entre fraction superfluide et vitesse du son parce que je n'ai pas trop le temps, mais bon, c'est un lien qui est possible. Bien, maintenant, j'en arrive donc à ces bornes de Leggett que j'ai déjà annoncées. Cette fraction superfluide, en général, elle est difficile à calculer. Et donc, si on a des moyens de l'estimer simplement, eh bien, c'est commode. Et c'est exactement ce qu'a fait Leggett. Alors, je vais commencer par la borne supérieure, qui est la borne qui, elle, est vraiment rigoureuse, qui s'applique à tous les systèmes quantiques auxquels vous pouvez songer. Je prends donc un système dont la fonction dans l'état fondamental est ici, psi fondamental égale de R1, R2, Rn. Et je vais faire une hypothèse, c'est que cette fonction d'onde est réelle. Alors c'est une hypothèse qui n'est pas anodine. Hein. Pour que cette hypothèse soit vérifiée, il faut que je considère un système qui est invariant par renversement du temps. À ce moment-là, je peux montrer que l'état fondamental est une fonction d'onde réelle. Cette hypothèse-là, elle exclut, par exemple, des systèmes qui seraient des systèmes de type effet Hall quantique. Parce que là, vous avez un champ magnétique extérieur qui crée du magnétisme orbital et qui fait donc que votre Hamiltonien n'est plus invariant par renversement du temps. Bon, voilà. Donc ça, c'est la restriction qu'il faut mettre, mais celle-là, elle est bien claire et donc on va la faire. Et donc maintenant, eh bien, on se pose la question, supposons qu'on mette une torsion en phase dans les conditions limites, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'augmentation d'énergie? Donc a priori, on a une fonction pour l'état fondamental qui résulte de la torsion, R1, R2, Rn, mais cette fonction est inconnue. Tout ce que je sais, c'est que pour les petites valeurs de θ, eh bien, l'augmentation d'énergie doit être en n fois θ carré fois fs, où fs, c'est la quantité que je cherche à estimer, ou en l'occurrence que je cherche à majorer, puisque je veux une borne supérieure. Alors, pour ça, eh bien, on va prendre des fonctions d'essai et on va appliquer le résultat de la méthode variationnelle. Je rappelle que la méthode variationnelle, elle est fondée sur le fait que quand vous prenez n'importe quelle fonction, vous calculez la valeur moyenne de l'énergie dans cette fonction, eh bien, le résultat est toujours supérieur à l'énergie de l'état fondamental du système. Donc là, je vais prendre des fonctions d'essai qui auront la même torsion en phase que celle que j'ai écrite ici. Et donc, je vais trouver une certaine énergie pour ces fonctions d'essai qui sera quadratique en θ. Donc, j'aurai un n2 θ carré fois fs pour la fonction essai. Et par application de la méthode variationnelle, le vrai delta E pour ma vraie fonction état fondamental psi torsion, ce delta E torsion sera plus petit que la fonction d'essai. Et donc, comme le préfacteur n et θ carré est le même dans les deux cas, j'en déduirai que ma fraction superfluide fs, la vraie, est plus petite que la fraction superfluide de la fonction d'essai. Voilà, c'est une application de la méthode variationnelle. Donc là, on est vraiment sur un terrain connu. On ne peut pas faire d'erreur, je dirais. Alors, le choix que propose Tony Leggett comme fonction d'essai est un choix très simple. Ce qu'il propose, c'est de prendre comme fonction d'essai des fonctions qui ont une amplitude qui reste celle de l'état fondamental en l'absence de torsion. Je dis que ce petit torsion était réel, hein, donc je peux le prendre comme une amplitude. Et la seule modification, le fait que je prends en compte les puissances θ ici, c'est de rajouter un facteur de phase. Et ce facteur de phase est très simple, c'est un facteur de phase à une particule, c'est-à-dire que c'est simplement la somme d'une phase que j'applique à chacune des particules individuellement, les phi de xj. Et je vais prendre en compte la torsion en phase, celle que j'avais écrite ici, hein, je la prends en compte en imposant à chacune des fonctions petit phi, ici, phi de x, d'être telle que phi de x plus alix égale phi de x plus θ. Alors, l'avantage de prendre ça, de supposer que je prends la même amplitude pour ma fonction d'essai que celle de l'état fondamental du système sans torsion, eh bien, c'est que tout ce qui ne dépend que de la densité va être inchangé. Donc les énergies d'interaction et les énergies de confinement ne sont pas modifiées dans ces fonctions d'essai. La seule chose qui change, c'est l'énergie cinétique, qui fait intervenir le gradient de la fonction d'onde. Et le gradient de la fonction d'onde, eh bien, fait intervenir d'une part le gradient de psi-fonde, ici, qui est une quantité réelle, et puis le gradient de ce terme de phase, qui va me donner un terme imaginaire pur.
Donc quand je vais sommer les deux contributions, eh bien en fait, les deux contributions vont se sommer indépendamment. Donc mon énergie cinétique va être la somme de l'énergie cinétique associée au psi fondamental ici, plus une énergie cinétique associée à cette torsion en phase que j'applique à chacune des particules, qui va donc s'écrire h bar 2 sur 2m, comme toujours, la dérivée de l'exposant, dφ sur dx, fois une quantité qui est ρ bar de x. Ρ bar de x, c'est simplement l'intégrale de ma densité à 3 dimensions, ρ de x, y, z, intégrée sur y et z, puisque je mets la torsion seulement selon x, ici. Donc ρ de r, c'est la densité spatiale, et ρ bar de x, c'est la densité intégrée dans le plan perpendiculaire à l'axe x. Et donc la question à laquelle on se ramène, puisqu'on veut appliquer une méthode variationnelle, c'est, connaissant ρ bar de x, qui correspond à l'état fondamental sans torsion, quel est le choix optimal des phi, ici, pour minimiser la fonction d'essai? Vous voyez, en gardant en tête, bien sûr, la contrainte qui est là. Il ne s'agit pas de prendre phi égale 0. Je dois respecter cette contrainte-là. Donc ça, c'est une minimisation qui est assez traditionnelle. C'est un calcul de variation qui ne pose pas de difficulté. Il faut introduire un paramètre de Lagrange associé à la contrainte phi de L plus x égale phi de x plus θ, et puis minimiser cette quantité-là. Donc je saute cette étape-là pour gagner un petit peu de temps. C'est fait en détail dans les notes. Et ce que vous trouvez, c'est que le choix optimal de dφ sur dx, c'est simplement 1 sur ρ bar. C'est-à-dire que vous devez ajuster votre fonction de phase, dans cette approche variationnelle, à la densité que vous calculez pour l'état fondamental du système en l'absence de torsion. Un dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc voilà ce que ça veut dire, ce que je suis en train de vous mettre mathématiquement ici. Si ρ bar est uniforme, c'est-à-dire si j'ai un système qui est uniforme, pas de super solide, eh bien à ce moment-là, dφ sur dx sera constant, donc je devrais prendre simplement, pour phi de x, une droite, comme ça, qui part de 0 en x égale 0, et qui finit à θ en x égale L, pour avoir la contrainte phi de x plus Lx égale phi de x plus θ. Mais si maintenant j'ai apparition de supersolidité, ou un potentiel de l'extérieur, peu importe, si mon ρ bar de x est modulé dans l'espace, eh bien, je vais avoir intérêt à prendre dφ sur dx grand là où ρ bar est petit, parce que là où ρ bar est petit, là où la densité moyenne est petite, ça ne me coûte pas beaucoup d'énergie de faire varier la phase rapidement. Une phase qui varie rapidement, ça veut dire une grande vitesse. Mais une grande vitesse à un endroit où la densité est faible, ça ne coûte pas beaucoup d'énergie cinétique. Ce qu'il ne faut pas, c'est faire varier la phase rapidement là où la densité est élevée. Parce que là, je vais mettre beaucoup d'énergie cinétique dans le système. Donc, le profil de phase que je vais prendre dans ce cas-là, c'est un profil de phase où ma phase varie doucement là où ma densité est grande. Puis au contraire, là où la densité est petite, ici, j'ai un gradient de phase important, puis de nouveau une variation lente, puis une variation importante, etc. Voilà. Donc c'est ça la physique qui est cachée derrière le choix auquel on arrive en suivant les guettes, c'est essayer d'optimiser là où on va mettre des vitesses importantes par rapport au profil de densité qui nous est donné avec le psi-fonde. Et donc là, après, il n'y a plus qu'à reporter ce résultat pour dφ sur dx dans le calcul de l'énergie. Donc ce qu'on voit apparaître, quand on fait ce calcul, c'est ce que j'appelle ici valeur moyenne de 1 sur ρ bar. C'est donc simplement l'intégrale sur toute la longueur de mon échantillon, l'intégrale de 0 à Lx de dx sur ρ bar de x. Donc c'est ça que j'appelle valeur moyenne de 1 sur ρ bar. Et puis la valeur minime de ρ bar, ça c'est simplement l'intégrale de ρ bar sur tout l'échantillon. Et quand on met tout ensemble, eh bien on arrive donc à cette jolie formule pour la borne supérieure de Fs. Ça c'est le résultat pour mes fonctions d'essai. Ça c'est la valeur réelle de Fs, mais que je ne connais pas. Mais je sais que Fs donc, est borné supérieurement par ce résultat 1 sur ρ bar, valeur moyenne de ρ bar, fois valeur moyenne d'1 sur ρ bar. Voilà, très joli résultat, qui est facile à implémenter sur une expérience ou en théorie. Il suffit de connaître la densité et vous avez votre borne supérieure. Alors, quelques remarques sur cette borne supérieure. D'abord, c'est une borne qui est toujours utile. C'est-à-dire que vous pouvez montrer, c'est une simple inégalité de type Cauchy-Schwarz, que la quantité ρ bar fois 1 sur ρ bar, avec les moyennes, elle est toujours plus grande que 1. Il faut écrire qu'un certain trinôme est toujours positif. Le discriminant d'un certain trinôme est toujours positif. Donc, sachant que cette quantité-là est toujours plus grande que 1, ça veut dire que le dénominateur ici donc, est plus grand que 1, donc que ma borne supérieure est toujours plus petite que 1. Donc cette inégalité a toujours un sens, elle a toujours un sens pratique. Autre conséquence immédiate, à quelles conditions est-ce que je peux avoir un système qui est complètement superfluide?
Donc à quelle condition est-ce que cette borne supérieure est égale à 1 ? Eh bien, il faut que ρ bar fois valeur moyenne de ρ bar fois valeur moyenne de 1 sur ρ bar soit égale à 1. Et là, il n'y a pas de mystère. Si vous regardez un petit peu, il faut que ρ bar soit uniforme. Dès que vous avez une densité qui est modulée, donc dès que vous avez un supersolide, par exemple, eh bien à ce moment-là, votre fraction superfluide ne pourra pas être de 100%. Il y aura forcément une fraction normale dans votre système. Et puis, cette inégalité peut devenir une égalité, c'est-à-dire que si vous prenez un système particulier, là, vous pouvez prouver que l'inégalité fournie par Leggett devient la vraie valeur de Fs. C'est par exemple le cas si vous prenez un gaz de Bose à une dimension, que vous décrivez par la fonction de Gross-Piasecki, c'est-à-dire une théorie de champ moyen. Si votre fonction à n corps, c'est simplement un produit de fonctions ψ de x1, ψ de xe, ψ de xn, à ce moment-là, eh bien, vous avez égalité entre la borne supérieure qu'on a trouvée et puis la vraie valeur de Fs. Voilà, donc ça c'était quelques remarques. Il y a d'autres remarques dans les notes, mais ça c'était les remarques principales que je voulais vous faire. Je terminerai ce paragraphe par une analogie électrique qui, personnellement, je trouve assez utile. Donc, si elle vous semble utile, vous la gardez en mémoire, sinon vous l'oubliez. C'est comparer ce que je viens de vous dire pour estimer Fs, et puis ce qu'on fait quand on veut évaluer une conductance électrique. Donc quand on veut évaluer une conductance électrique ou une résistance électrique, ce qu'on fait, c'est qu'on a le système inconnu ici, et puis on branche une pile aux bornes de ce système, une différence de potentiel U. On regarde le courant électrique qui circule, I, et on l'écrit sous la forme GU, et G, c'est la conductance du système. Si maintenant j'ai mon système dont je me pose la question de savoir s'il est superfluide ou pas, eh bien, je fais cette torsion en phase à ces bornes ici, et je regarde si j'ai un courant de particules qui est induit, et le courant de particules, Iθ, eh bien, c'est Gs fois cette torsion en phase θ, et Gs, eh bien, c'est ce que j'ai écrit au tableau, enfin j'avais pris un point de vue énergétique, mais on peut prendre un point de vue courant, c'est équivalent. On a une conductance, Gs, qui est simplement H bar ρs sur M. Donc ρs, c'est donc la fraction superfluide, enfin la densité superfluide que je cherche. Donc quand on le voit comme ça, il y a une analogie forte entre les deux problèmes. Et cette analogie, on peut la pousser un petit peu plus loin et retrouver la borne supérieure de Leggett. Pour ça, considérez un réseau de résistance, comme celui qui est ici. Donc là, je fais de l'électrotechnique, ici, pas de mécanique quantique, pas de H-bar, je fais de l'électrotechnique. Je vous donne un réseau de résistance comme ceci. Il y a des résistances blanches et des résistances grises. Les résistances blanches, je connais leurs valeurs. Donc je connais les RIJ ou les GIJ, les conductances, qui sont simplement l'inverse des résistances. En revanche, les résistances grises, je ne les connais pas. Et j'aimerais estimer une borne supérieure de la conductance entre le point A et le point B. Pour ça, eh bien, je vais remplacer mon système, avec mes résistances grises ici, par un système où là, ça va être beaucoup plus facile de le calculer. Je vais simplement remplacer toutes les résistances grises par des courts-circuits, donc des fils de conductance infinie, des résistances nulles. Là, le bon sens me dit que la conductance électrique de mon circuit est améliorée. Je vais mieux conduire l'électricité si je remplace les boîtes grises ici par des fils infiniment conducteurs. Mais évaluer la conductance de ce système-là, c'est simple, puisque là, je me retrouve avec une série de résistances en parallèle. Donc je sais que la conductance d'une colonne ici, c'est simplement la somme des conductances. Donc j'appelle ici un GI, je remplace chaque colonne par un circuit équivalent, cette petite boîte-là, celle-là, et j'appelle ça G tilde de I, et donc c'est la somme des conductances. Et puis ensuite, je me retrouve ici avec une série de résistances en série, et je sais qu'à ce moment-là, la conductance du système, ça va être la moyenne harmonique de mes conductances. Les résistances s'ajoutent, les conductances, il faut que je prenne la moyenne harmonique et je multiplie par n. Et j'obtiens comme ça une inégalité qui est que la conductance de mon système avec les résistances grises, elle est certainement inférieure à la conductance de ce système-là, pour lequel je sais calculer le résultat, simplement 1 sur valeur moyenne de 1 sur GIJ. Et ça, vous voyez que c'est exactement la contrepartie de l'inégalité de Leggett que j'ai écrit en haut à droite. Vous remplacez tous les x par des i et tous les y par des j, et vous retombez sur le même résultat. Donc, c'est une analogie qui est vraiment, je pense, assez pertinente. Voilà. Donc ça, c'est un moyen de comprendre, si vous voulez, l'inégalité de Leggett en se disant qu'on autorise plus facilement le mouvement des particules en remplaçant les boîtes grises ici par des fils infiniment conducteurs. Mais quand on a ça, on peut se dire qu'il y a un autre moyen d'obtenir une autre borne, cette fois-ci une borne inférieure, c'est de prendre les résistances grises ici
et de les enlever simplement. C'est-à-dire qu'au lieu de les remplacer par des fils infiniment conducteurs, eh bien là, je les remplace par des circuits ouverts. Donc là, j'empêche le courant de circuler. Donc là, le bon sens de l'électrotechnicien me dit que je vais certainement diminuer la conductance de mon système, puisque j'avais des endroits où le courant pouvait passer, et j'enlève ces endroits. Donc je me retrouve maintenant avec des séries de résistances comme ça en série. Donc à ce moment-là, je peux remplacer chaque ligne ici par une conductance qui est 1 sur GIJ, qui est donc cette fois-ci la moyenne harmonique de mes conductances. Et puis ensuite, j'ai ces GJ bars, ils sont en parallèle, pardon. Et donc je réapplique une formule. Et j'arrive à une autre inégalité, qui est cette fois-ci GAB, la conductance de ce système-là que je ne connais pas. Elle est certainement, si je crois à l'électrotechnique, supérieure à ce GAB-, qui est une autre manière de combiner les GIJ entre eux. Et donc j'arrive maintenant à un encadrement du GAB entre le GAB+, qui ressemblait très fort à la borne de Leggett que je vous avais prouvée, et puis ce GAB-, qui fait intervenir donc une autre manière de calculer les valeurs moyennes des GIJ. Je ne rentre pas dans les détails parce que si on ne le fait pas soi-même, de toute façon, on a du mal à suivre la position des crochets. Mais voilà, vous voyez l'esprit. Et il se trouve que Leggett, 20 ans après avoir écrit la première inégalité, a proposé cette deuxième inégalité qui est, encore une fois, la contrepartie exacte de l'inégalité électrique. Vous remplacez les I par les X et les J par des Y, et vous obtenez ça. Alors, ces deux inégalités de Leggett n'ont pas le même statut. La première, celle de 1970, comme je disais, c'est une inégalité fondée sur la méthode variationnelle et s'applique à tout système à n-corps. Vous pouvez avoir des corrélations fortes entre vos particules, être dans un système qui n'est pas du tout décrit par le champ moyen, ça marche toujours. Cette seconde inégalité-là, écrite en 1998, en fait c'est presque 30 ans entre les deux, elle a une portée beaucoup plus limitée. Elle est certainement valable pour nos systèmes qu'on a décrits par des fonctions de type Gauss-Pitayevsky, mais si vous prenez des systèmes avec des corrélations fortes entre les particules, là, elle ne s'applique plus. Et finalement, pourquoi est-ce qu'elle ne s'applique plus? Je ne vais pas vous le décrire en détail, mais en tout cas, l'analogie avec le système électrique ne marche plus parce que dès que vous avez des corrélations entre particules, eh bien, vous pouvez en fait avoir dans les boîtes grises des interférences destructives de courant qui circulent. Et l'argument de dire que j'enlève les résistances et donc je diminue la conductance de mon système ne s'applique pas si vous avez un système fortement corrélé. Voilà. Donc cette inégalité-là, il faut se méfier. On peut l'appliquer, nous, à nos systèmes de champ moyen, mais il ne faudrait pas l'appliquer à un système quelconque. Voilà, juste un exemple, pour vous montrer quand même que pour le système à champ moyen, ça marche bien. Je reviens à mon potentiel supersolide, pardon, mon transition supersolide pour un potentiel de cœur mou. Je vous rappelle qu'elle se produit pour lambda de l'ordre de 40, 41, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui a été publié par Blair-Blackie il y a quelques mois. Il a étudié cette fraction supersolide, qu'il appelle ici fxx. Il a tracé sur le même graphe ce paramètre lambda. Donc ce paramètre lambda, il démarre à 0, enfin la variation démarre à 0. Là, vous avez lambda égale 1 tant qu'on n'atteint pas le point critique, puisque là, à ce moment-là, tant qu'on n'a pas atteint le point critique, on a un système qui est homogène, fraction superfluide égale à 1. Et puis au point critique, donc, vous avez un saut, puisque c'est une transition du premier ordre, et vous avez une fraction superfluide donc, qui apparaît, et qui donc, plus lambda augmente après, plus cette fraction superfluide diminue. Et elle est bien encadrée par les deux bornes F+ et F- que j'ai écrites à la diapositive précédente. C'est décrit par un champ moyen, tout ça, donc on peut appliquer les deux bornes. Pourquoi est-ce que Blackie, ici, appelle sa fraction superfluide fxx et non pas simplement petit f? Eh bien, c'est qu'a priori, quand vous prenez un milieu non homogène, la densité superfluide, ça peut être un tenseur. C'est-à-dire que, ici, je vous ai dit, je fais une torsion selon x, et je regarde l'augmentation de l'énergie et je vous dis c'est une fonction quadratique de θ. Mais vous pouvez très bien faire une torsion selon x que vous appelez θx, une torsion selon y que vous appelez θy, et à ce moment-là, en toute généralité, ce que vous allez obtenir ici, c'est une forme quadratique d'ordre 2 avec des θx et des θy. C'est ce que j'ai écrit ici, avec des sommes sur les i et les j de fs, ij, θi, θj. Donc c'est un tenseur qu'en principe, il faut diagonaliser, vous avez des axes propres. Il se trouve que pour un réseau triangulaire comme celui-ci, ce tenseur est un tenseur scalaire, donc là, à ce moment-là, il n'y a bien qu'une seule fraction superfluide pour ce système. Mais si certains d'entre vous regardez des systèmes plus compliqués, il faut être prêt à avoir ici un tenseur.
Bien. Bien. Dans les 10 minutes qui restent, j'aimerais maintenant donner quelques idées sur les perspectives expérimentales autour de cette fraction superfluide, et puis un peu plus générale. Donc déjà, comment est-ce qu'on peut étudier, pour les condensats dipolaires, qui sont donc modulés spatialement, qui ont passé la transition supersolide, comment est-ce qu'on peut étudier leur superfluidité? Comment est-ce qu'on peut mesurer ce FS? Alors, je suis maintenant au-delà des mesures de cohérence spatiale. Je ne suis plus dans les... Regardez si le système d'interférence reste égal à lui-même quand je répète l'expérience un grand nombre de fois. Là, je m'intéresse vraiment à ce qui peut m'amener à une idée de superfluidité, donc une mesure de FS. Une première technique, c'est d'utiliser une méthode qui avait été proposée il y a longtemps par David Guéry-Audelin et Sandro Stringari, qui est d'utiliser un mode particulier du système, qui est un mode ciseau. Ce mode ciseau, ça consiste à placer le système dans un piège anisotrope, donc pas la même fréquence d'oscillation selon l'axe X et l'axe Y, et à faire une légère perturbation de ce système, et ensuite regarder ce qui arrive à ce système. Donc si le plan XY est perpendiculaire à mon axe l'axe de moi vers vous, ça consiste à prendre donc un gaz qui va être comme ça, elliptique, dans ce piège anisotrope en XY, et regarder comment est-ce que ce nuage oscille en fonction du temps, et en regardant la fréquence d'oscillation comme ça, espérer remonter au moment d'inertie du système, et voir si, oui ou non, il y a un moment d'inertie réduit, c'est-à-dire s'il y a une partie du système qui reste au repos dans le référentiel du laboratoire. Alors ça avait été mis en œuvre pour des condensats traditionnels, sans interaction dipolaire, dans le groupe de Chris Foote, en particulier à Oxford, et ça avait permis de mesurer comme ça la superfluidité. Cette expérience a été transposée il y a 2 ou 3 ans par le groupe de Florence, et ils ont trouvé des résultats qui étaient en accord avec la théorie. Il y a eu, 1 an après, une analyse critique faite de ces expériences par le groupe d'Innsbruck, dans lequel le groupe d'Innsbruck met le doigt sur le fait qu'il faut se méfier. Dès qu'on a un supersolide, il y a plusieurs modes propres dans le système. C'est tous ces modes de Goldstone qui apparaissent liés aux différentes symétries brisées. Et donc, ce n'est pas facile d'extraire vraiment, sans la moindre ambiguïté, une fraction superfluide d'un mode de ciseau dans ces systèmes-là. Donc, ça ne veut pas dire que cette méthode n'est pas applicable, mais ça veut dire qu'il faut être vigilant parce qu'on a vite fait de se faire avoir et de ne pas calculer la bonne quantité. Une autre expérience, toujours du groupe de Florence, qui elle a l'air très prometteuse, ce n'est pas encore publié, il y a un article sur l'archive, qui est de changer un petit peu de point de vue et de se dire, ces réseaux d'amas d'atomes périodiques, reliés entre eux par un fond qui est donc un fond superfluide, on peut voir ça comme finalement comme des supraconducteurs reliés par des jonctions Josephson. Et donc on peut essayer de relier ce système, les modes d'oscillation de ce système, à ce qui se passe pour un réseau de jonctions Josephson, et essayer d'extraire comme ça, en utilisant ce point de vue, une fraction superfluide, Fs. Alors c'est ce qui est fait dans ce préprint. Je ne vais pas le décrire ici parce que ce n'est pas simple de suivre toute la démarche, mais néanmoins ça a l'air d'être une approche tout à fait prometteuse. Dernière chose qu'on peut considérer, c'est un des marqueurs de la superfluidité, c'est de voir des vortex, des tourbillons quantiques, persister pendant longtemps dans le système. Donc c'est la marque de courant permanent dans le système, et ça, c'est également un signe de superfluidité. Alors, si j'avais fait le cours il y a une semaine, je vous aurais dit ça n'a pas encore été observé. Tout ce qui a été observé, c'est dans le groupe d'Innsbruck en 2022, des vortex, mais des vortex un peu particuliers dans un régime de gouttelettes indépendantes. Mais bon, on n'a pas encore de signature dans un milieu supersolide. Mais il y a moins d'une semaine, est apparu sur l'archive un article, toujours du groupe d'Innsbruck, le 28 mars 2024, qui montre qui montre et qui décrit les premiers vortex observés dans un condensat dipolaire supersolide. Je vous avais dit que c'était un sujet qui était en évolution permanente. C'est vraiment le cas ces 2 dernières semaines. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à Innsbruck? Donc, ils sont partis de leurs atomes dipolaires, et pour le mettre en rotation, leur système, ils ont fait exactement la même chose que ce qu'on fait en chimie quand on prend un agitateur tournant.
je pense que tout le monde ici dans cette salle l'a fait au moins une fois dans sa vie, c'est vous prenez un bécher, hein, puis vous mettez un petit aimant dans le fond de votre bécher avec un liquide, et vous mettez ce bécher sur une plaque. Sous la plaque, il y a en fait un système de bobines qui génère un champ magnétique qui tourne, et donc l'aimant que vous avez mis dans le fond de votre bécher tourne à la même vitesse que le champ magnétique induit par, enfin le champ magnétique des bobines, et vous avez vous mettez comme ça votre liquide du bécher en rotation. Et bien là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un certain angle avec leur champ magnétique en vert ici, et puis ils ont fait tourner le champ magnétique extérieur, et donc ils ont fait tourner leur petit dipôle. Ce moment cinétique s'est transféré en moment cinétique orbital, et ils ont pu comme ça donc regarder ce qui se passait. Et ce qu'ils ont pris comme système supersolide, c'est un système à 3 amas, donc c'est un système qui est de ce type-là, si je le dessine, comme ceci, voilà. 3 amas, avec, je ne crois pas qu'il y ait de figure de ça dans l'article, avec des atomes ici, piégés ici qui assurent l'homogénéité en phase de l'ensemble. Ils ont fait tourner tout ça et ensuite ils ont fait un temps de vol. Et la chose que je vous demande de regarder après temps de vol, donc après expansion balistique, c'est ce qui se passe au centre ici du profil d'interférence. Donc la ligne supérieure, c'est la théorie, la ligne inférieure, c'est l'expérience. La colonne de gauche, c'est une vitesse de rotation faible, pour laquelle on n'attend pas de tourbillon, pas de vortex. Et la colonne de droite, c'est en présence d'un vortex. Ce que vous voyez dans la colonne de gauche, aussi bien dans la théorie que dans l'expérience, c'est qu'après interférence, quand vous avez laissé ces trois amas s'étendre, eh bien, ils se sont étendus comme ça, voilà, comme ça, et le trou au centre a été bouché. Voilà, donc ça c'est logique, c'est ce qu'on attend. Vous avez 3 paquets d'ondes, et ces 3 paquets d'ondes s'étalent, et ça vient boucher le trou. Ils ont tous la même phase, donc il n'y a pas de choses, il n'y a pas d'interférence destructive au centre. En revanche, une fois que le système est en rotation ici, eh bien, vous voyez que le trou au centre, après expansion, reste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atomes qui viennent se mettre au centre. Et ça, c'est vraiment la signature que vous avez un vortex. C'est-à-dire que tout votre système est en train de tourner autour du centre. Donc vous avez une barrière centrifuge, si vous voulez. Et cette barrière centrifuge reste pendant l'expansion balistique. Et donc, il n'y a pas de particules qui vont aller se mettre au centre. Donc le fait que ce centre ici reste vide, après expansion balistique, est une signature directe de ces vortex. Et qui plus est, ça c'est dommage, je ne peux pas lire ce qui est écrit là parce que j'ai gribouillé dessus, mais vous pouvez voir que la durée de vie du supercourant est supérieure à la seconde. Donc c'est vraiment des courants permanents qui peuvent rester. C'est ce qu'on attend pour un système superfluide. Voilà. Donc ça termine ce que je voulais vous dire sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et j'ai 2 diapositives pour conclure l'ensemble du cours. C'est que ce que j'ai fait dans ce cours, c'est vraiment une vision très partielle de la physique autour de ces systèmes dipolaires. D'abord, je n'ai parlé que de bosons, je n'ai pas parlé de fermions. Ensuite, je ne vous ai parlé que de structures spatiales simples. Je vous ai décrit essentiellement ces gouttelettes, ou alors ces réseaux triangulaires ou hexagonaux, mais bon, c'était surtout triangulaire. Mais en fait, quand vous faites un diagramme de phase de ces systèmes, donc là c'est une figure que j'ai reprise d'un article de 2021, pour des atomes comme ceux qu'on a étudiés cette année, le dysprosium, dans des pièges harmoniques tout à fait standards, eh bien, vous avez ici la phase condensée, celle-là on l'a vue. Ici, vous avez la phase supersolide, celle-là c'est celle qu'on a vue, ça correspond au point B1 ici. Mais vous voyez que vous avez plein de choses différentes. Donc vous pouvez générer des phases en nid d'abeille, vous pouvez générer d'autres phases. La phase pumpkin, j'ai oublié ce qu'elle faisait exactement, celle-là, avait une forme un peu bizarre. Et puis vous avez des phases qu'ils appellent labyrinthes ici. C'est des phases qui n'ont pas d'ordre particulier. Vous voyez, c'est des phases où vous générez comme ça des instabilités en forme de doigts qui poussent. Et finalement, à mesure où c'est des phases désordonnées, on ne parle plus de supersolide, à ce moment-là, on parle de supervers, c'est-à-dire que vous avez toujours de la superfluidité derrière, mais la structure spatiale est une structure désordonnée, donc une structure de verre et non pas une structure de solide. Donc tout ça, je ne l'ai pas décrit parce que je n'avais pas le temps, et puis en plus, il n'y a pas encore eu d'expérience là-dessus, mais c'est vraiment une passerelle très intéressante vers un autre type de physique, la physique qu'on voit dans les fluides magnétiques, où vous avez là encore des motifs qui se forment comme ceci, des motifs un peu désordonnés, mais néanmoins avec une certaine régularité, avec des instabilités donc en forme de doigts. Autre chose dont je n'ai pas du tout parlé dans ce cours, c'est la dynamique possible qui est liée à ces spins, ces moments magnétiques. Je vous ai toujours dit, je mets un champ magnétique extérieur et je prends mes dipôles alignés selon l'axe Z.
Mais dès que vous relâchez cette contrainte, dès que vous pouvez avoir plusieurs états de spin simultanément présents dans votre système, eh bien ça enrichit considérablement le système, et donc vous pouvez avoir d'autres phases. Ça, c'est des choses qui ont été pas mal étudiées au laboratoire de physique des lasers à Villetaneuse, dans le groupe de Bruno Laburte-Tolra ces dernières années, et Laurent Vernac aussi, il ne faut pas que je l'oublie. C'est une physique qui est également très riche, hein, donc je n'ai pas eu le temps d'en parler ici, mais c'est une très belle physique. Et puis, le dernier point, c'est en revenant directement à la physique atomique, ça porte sur la description microscopique des interactions. Dans tout ce cours, quand j'ai modélisé des interactions, je l'ai fait de la manière la plus simple possible. Une interaction de contact, et puis ce terme en 1 sur R3. Mais si on se penche vraiment sur la physique de cette description, c'est très compliqué. L'atome du dysprosium, je vous ai dit, il a un moment cinétique de 8 dans son état fondamental, donc il a 17 sous-niveaux Zeeman. Quand vous faites la collision entre deux atomes de dysprosium, vous avez 17 fois 17 voies possibles d'entrée. Donc la structure des niveaux d'énergie dans ce système, eh bien, ça ressemble à ça. Et là encore, là, ils ne sont pas tous dessinés. Donc c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. Ça, c'est des atomes qui rentrent dans l'état -8 plus -8. Donc les deux atomes rentrent dans l'état le plus bas, mais ils peuvent rentrer dans -8 plus -7, -8 plus -6. Tous ces niveaux ici finissent par se croiser ici. Donc vous avez une physique qui est vraiment très complexe. C'est une physique intéressante, mais difficile à étudier. Et un témoin de cette difficulté, c'est ce que vous trouvez quand vous étudiez les résonances de diffusion possibles. Donc là, ce que vous avez, c'est écrit en petit, donc je peux l'écrire en plus gros. Ici, c'est le champ magnétique B. Là, le champ magnétique ici vaut 36 Gauss, et ici, il en vaut 70. Ça, c'est pour ceux qui n'arriveraient pas à lire ce qui est écrit sur la diapositive. Et ce qui est tracé ici, c'est le nombre d'atomes présents dans le piège. Et à chaque fois que vous avez une ligne vers le bas, c'est une résonance de diffusion qui se produit pour ce champ magnétique-là, qui vous fait perdre des atomes. Et vous voyez que vous avez, sur un intervalle de l'ordre d'une quarantaine de Gauss, à peine, vous avez plein de résonances. Et prédire quantitativement la position de ces résonances, c'est quelque chose qui est difficile. Pour l'instant, on ne sait pas le faire. En fait, les outils qu'on utilise pour analyser ces résonances, c'est des outils qu'on emprunte à la théorie du chaos, c'est-à-dire qu'on dit que la matrice qui décrit ça, c'est une matrice aléatoire, on ne cherche pas à la connaître, et simplement on regarde les statistiques de position des résonances, comment est-ce qu'une résonance, est-ce qu'elle est proche ou éloignée de ses voisins, et c'est en faisant des statistiques de résonance qu'on essaie de se raccrocher aux outils développés en théorie du chaos. Mais une des questions importantes qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un ordre derrière ce comportement d'apparence chaotique? Pour l'instant, ça, on ne le sait pas. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Vous voyez, c'est un cours où il y a vraiment encore beaucoup à faire. Hein. C'est un point d'étape, il faut le considérer comme ça, mais ce n'est certainement pas la fin de ce sujet. Voilà. Je m'arrête ici. Je vous rappelle le séminaire de Guido Pupillo d'ici un petit quart d'heure. Voilà. Merci beaucoup.